Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, malgré une prestation seulement partiellement aboutie. Et à la faveur d'un but rapide signé Donny van de Beek, l'Ajax fait plier Tottenham à Londres et s'offre une option pour la finale. La rallieront-ils dans une semaine? Alors pour commencer d'abord par la production de l'Ajax, on a vu hier soir quelque chose d'assez intéressant parce que pas tout à fait fidèle à l'œuvre qu'on connaît. Ça avait pourtant très bien démarré avec une première demi-heure de domination écrasante et les principes habituels respectés. Que ce soit le jeu dans les petits périmètres, favorisé par l'empilement de joueurs offensifs dans le dernier tiers, comme sur l'ouverture du score où t'as en gros un 8 contre 8 sur 20 mètres, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent ailleurs, mais c'est une des marques de fabrique de cet Ajax. Un contre-pressing très intense avec beaucoup de ballons perdus haut, mais tout de suite récupéré. Et donc un bloc de Tottenham écrasé proche de son but, qui a concédé beaucoup de rebonds offensifs entre guillemets, et donc beaucoup de deuxième ballon, voire même de troisième ballon pour l'Ajax, qui ont allongé la durée moyenne d'une phase de possession. Enfin, une qualité technique aux abords de la surface qui est toujours aussi impressionnante, avec des appels tranchants, des feintes, mais aussi tout simplement des transmissions précises, et du jeu en une touche de balle très difficile à défendre. Le seul truc qui est un peu dénoté par rapport à d'habitude sur cette première demi-heure, c'est une certaine nervosité dans la relance, avec quelques ballons perdus bas et très tôt dans la phase de possession. Voilà, j'imagine que c'était à la fois conséquence de l'enjeu qui suscite normalement un peu de tension, demi-finale Ligue des Champions pour un groupe très jeune, c'est pas anodin, mais on peut aussi y lire la volonté de Tottenham, et dans un premier temps en tout cas, d'aller presser le porteur avec pas mal d'intensité. Donc voilà, grosso modo un début de match plutôt conforme à ce qu'on pouvait imaginer. L'Ajax déroulait et au bout d'une demi-heure se positionnait même très nettement en favori de cette confrontation. Mais finalement, ça a progressivement faibli. Déjà parce que l'adversaire a changé des choses et on va y revenir, mais même sur ses propres principes et fondements, l'Ajax a été moins souverain. On peut citer déjà le milieu de terrain, à l'énergie sapée et qui a perdu pied, notamment face à une doublette Sissoko-Eriksen très intéressante. On a eu aussi beaucoup moins de second ballon offensif, et le contre-pressing a progressivement quasiment été abandonné au profit d'une protection de surface acharnée, et qui est devenue clairement l'objectif majeur du rapport de force. Enfin, les situations de transition ont été beaucoup moins fréquentes, et c'est un vrai problème. Parce que si c'est souvent là que l'Ajax se procure finalement ses toutes meilleures situations, c'est pas une équipe qui saurait défendre pendant 80 minutes et te tuer ensuite sur un contre. C'est pas une équipe d'assassins, c'est plutôt une équipe qui a besoin de volume, de répétition, qui manque parfois même de lucidité ou de réalisme dans les avant-derniers et les derniers gestes. Alors finalement ils peuvent se considérer plutôt heureux d'avoir fait très vite la différence. Mais cela dit, et malgré ce très long temps faible en seconde, je lis quand même dans cette prestation une victoire amplement méritée, car peut-être comme souvent, mais ici plus que jamais, on a vu une défense impressionnante, qui a concédé du terrain, mais jamais une occasion en or, et comme le montrent ses stats récupérées via l'application mobile OneFootball, Tottenham n'a finalement eu qu'un seul tir cadré à se mettre sous la dent, et c'est en grande partie dû à la défense particulièrement robuste des Ajacides. 30 tacles à 63% de réussite, 27 dégagements, 16 interceptions, la charnière particulièrement a été souveraine, et c'est une performance qui est récompensée par un clean sheet, sans qu'Onana ait eu particulièrement d'autres choses à faire que quelques sorties aériennes dans sa surface. Et puis même si l'Ajax a surtout brillé sur le plan défensif, et à l'image des expected goals, les 3 meilleures occasions de la rencontre sont quand même à leur actif, avec le but de Van de Beek, la parade de Lloris du pied, et le poteau de Neres en seconde. Pour parler de Tottenham ensuite, ça avait donc très mal démarré, et puis c'est allé beaucoup mieux, avec la sortie forcée de Vertonghen, et le passage à un 4-4-2 moins ambitieux, sans ballon, mais beaucoup plus compact avec moins d'espace entre les joueurs, et le retour à des circuits de passes courtes, alors que t'avais démarré la partie en abreuvant énormément devant. Le problème, c'est que quand tu joues un match avec littéralement aucun joueur offensif sur le banc, et donc avec aussi peu de munitions dans ton arsenal, ton plan A doit être couronné de succès. Et à ce niveau-là, le constat est très mitigé. En titularisant Llorente, Pochettino était privé d'emblée de la possibilité de jouer dans le dos de cette ligne haute de l'Ajax, alors ils ont été obligés de l'écraser, de la pousser le plus proche possible de son but, pour renvoyer ensuite une quantité de centres, 14 au total, contre 8 en face, et à ce jeu, d'une, la distribution des latéraux était beaucoup trop aléatoire, et de deux, Llorente a manqué de mordant pour pousser un ballon traînant au fond. Alors au final, et à l'heure de débattre des mérites de chacun, Tottenham a pas fait un mauvais match, a même carrément dominé la partie à partir de la 35e minute, mais je sais pas si c'est un constat très encourageant pour eux. La réalité c'est que, même si l'Ajax a rarement été aussi bougé,
même si l'Ajax a rarement autant souffert et que le défi physique a globalement été perdu, Tottenham ne s'est pas procuré une seule occasion franche. Alors je dirais pas pourtant que c'est joué d'avance, et il y a tout un tas de choses qui peuvent donner de l'espoir aux Spurs. Déjà, l'écart au score n'est pas si remarquable, et un court succès de 2-1 par exemple te qualifie. Le retour de Son fera du bien, à n'en pas douter. Enfin, et malgré leur saison européenne qui est en tout point exceptionnelle, à domicile l'Ajax n'a pas battu le Bayern, à domicile l'Ajax n'a pas battu le Real et n'a pas battu la Juve. Pour la première fois, ils abordent aussi un match retour avec quelque chose à perdre, et à un pas de leur rêve, devront montrer encore plus de maturité. Mais personnellement, j'y crois. Et je pense aussi qu'au lieu de petits calculs, le meilleur indice c'est tout simplement un rapport de force footballistique, où malgré des ressources financières très différentes, mercredi prochain, sur le terrain, l'Ajax aura bien trop, et Tottenham bien trop peu. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu Donny van de Beek. Pour son but décisif bien sûr, une situation qu'il a initiée et convertie avec beaucoup de sang-froid, mais aussi pour sa première mi-temps de très haut rang. Au sein d'une équipe qui brille par sa fluidité, et où les offensifs permutent sans cesse, Van de Beek s'illustre autant par ses déplacements et la créativité de ses appels, que par une justesse technique réelle. Et mi-Thomas Müller, mi-Isco, aussi menaçant que De Bruyne ou Eriksen, son interprétation de l'espace se double d'un goût pour les actions décisives. Au sommet du football européen, son profil est unique, et avec un poil plus de lucidité hier, il n'aurait pas été loin de propulser l'Ajax en finale dès le premier acte. En seconde période en revanche, son influence affaiblit, à l'image d'une attaque émoussée. En deuxième position ensuite, et parce que le secteur qu'il dirige a pris le relais, j'ai trouvé Matthijs de Ligt très influent. Grâce à lui, le siège des Spurs ne s'est jamais traduit au tableau d'affichage, et si Llorente a tiré le maximum de ses duels aériens avec Daley Blind, il n'a pas pu s'octroyer le même avantage contre de Ligt, qui est aussi solide qu'il est mobile, bon dans l'anticipation, capable de défendre en avançant, tour de contrôle dans la surface, sprinter prouvé. Dans une équipe qui brille ensemble et fait des différences collectives, il est peut-être le pion le plus important et le moins dispensable. À 19 ans et 261 jours, il a aussi explosé le record de précocité pour un capitaine en demi-finale de C1, symbole d'un stopper mature. Enfin, on aurait sans doute pu mentionner l'apport de Moussa Sissoko, dont l'entrée anticipée a transformé la physionomie de la rencontre, et il est un homme clé de ses demi, à n'en pas douter. On aurait pu consacrer un mot à la partie maîtrisée d'Onana, qui a eu du travail dans les airs et a réussi quelques sorties rassurantes. On aurait pu parler enfin de la belle performance de De Jong, toujours aussi serein balle au pied, et dont les passes sont à la fois tranquilles et tranchantes, mais j'ai voulu distinguer le travail de Joel Veltman. Pur produit de l'Ajax, il est presque à 27 ans l'un des vieux briscards de cette équipe, et après une très grave blessure au ligament croisé et presque un an d'absence, son retour en 2019 est une excellente nouvelle pour le foot hollandais. La performance défensive de premier plan de l'Ajax hier lui doit beaucoup, car il a bloqué Rose avec aise, quand Tagliafico a souffert contre Lucas. Niveau flop ensuite, Kieran Trippier est sans doute l'une des déceptions de la saison de Tottenham, et au sortir d'une Coupe du Monde réussie, ses performances côté droit ont considérablement faibli. Fautif sur le seul but du match que son mauvais alignement permet, distribution plus qu'aléatoire. Dans une partie où les Spurs comptaient avant tout sur les centres et le jeu de tête de Llorente, Trippier en a tenté 5, record du match, mais tous plus imprécis que les autres, un jour sans. Des deux côtés du rectangle vert, voit-on ici son vrai niveau. Deuxième déception de la rencontre ensuite, et symbole d'un effectif fondamentalement limité, Victor Wanyama n'a jamais pesé dans l'entrejeu, alors que la même était pourtant sa mission, et il est un bien piètre substitut à Sissoko. Enfin, la dernière place de ce top 3 revient pour moi à Dele Alli, qui après une première mi-temps transparente a montré du mieux en seconde, mais on attend nécessairement plus de celui qui est théoriquement un leader offensif, surtout en l'absence de Kane et Son, et encore une fois, il n'est pas décisif. Espoir fantastique, ou joueur fantomatique, à quand remonte sa dernière performance de niveau élite. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors personnellement, et même si je vous ai préparé bien sûr quelques vidéos pendant cette période que vous avez vues pendant mes semaines d'absence, et bah c'était aujourd'hui la première fois que je reprenais la caméra depuis presque 3 semaines maintenant. Alors voilà, comme je vous l'avais dit et comme vous étiez nombreux à le savoir, je suis revenu du Vietnam hier matin, avec des souvenirs plein la tête bien sûr, et c'était un super moment, mais honnêtement, c'était aussi trop long. Voilà, je pense que le foot m'a simplement trop manqué, et puis surtout, grâce à vous, j'ai la chance assez folle de pouvoir aimer encore plus mon quotidien et ma routine que les moments exceptionnels entre guillemets, comme les vacances ou les voyages. Voilà, je suis content d'être de retour. Alors si c'est aussi votre cas, ou si la vidéo vous a plu, ou les deux j'espère,
et n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, qui comme vous le savez m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil à ma dernière analyse historique, où j'étudie l'impact de la Machina, le River Plate des années 40, et que je pense sincèrement être la meilleure vidéo que j'ai jamais réalisée. Quoi qu'il en soit, et de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite, dès demain matin, avec le débrief de Barça-Liverpool. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.